Bonjour les amis et bienvenue pour cette suite du chapitre 16 du livre L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Firstenberg. Cette seconde partie du chapitre 16 s'orientera vers une description des conséquences des ondes électromagnétiques par rapport aux oiseaux migrateurs, aux amphibiens et surtout, comme je vous l'avais indiqué, une partie assez forte sur l'effondrement des colonies d'abeilles. Voilà, on nous parle très souvent des néocotinoïdes et d'autres insecticides, d'autres produits, pas d'insecticides, mais d'autres produits qui nuisent aux abeilles. Or, il y a ce facteur des ondes électromagnétiques qui n'est très peu souvent, voire jamais abordé. Or, il est capital. Allez, c'est parti. Oiseaux migrateurs. Les travaux du professeur Keaton ont une grande importance pour la protection des oiseaux. Même en captivité, lorsque la saison des migrations est arrivée, les oiseaux chanteurs s'orientent face à la direction dans laquelle ils ont hâte de voler. C'est pourquoi les scientifiques de l'université d'Oldenburg en Allemagne ont été choqués de constater, à partir de 2004, que les oiseaux chanteurs migrateurs qu'ils étudiaient ne pouvaient plus s'orienter vers le nord au printemps et vers le sud-ouest en automne. Soupçonnant que la pollution électromagnétique pourrait en être responsable, ils ont entouré les volières dans lesquelles ils gardaient les merles européens de feuilles d'aluminium mises à la terre à partir de l'hiver 2006-2007. L'effet sur les capacités d'orientation des oiseaux a été profond, ont écrit les auteurs de l'étude qu'ils ont publiée en 2014. Ce n'est que lorsque la tôle d'aluminium a été mise à la terre que les oiseaux se sont orientés normalement au printemps. Ces scientifiques ont lancé un avertissement. Si les champs électromagnétiques anthropiques empêchent les oiseaux migrateurs d'utiliser leur boussole, leurs chances de survivre au voyage migratoire pourraient être considérablement réduites, en particulier pendant les périodes de temps couverts où les informations provenant de la constellation solaire et stellaire ne sont pas disponibles. Les populations d'oiseaux migrateurs nocturnes déclinent rapidement. Nous voici à la partie amphibien. En 1996, alors que l'auteur de ce livre même écrivait son premier livre, L'impact environnemental de la révolution du sans-fil, le déclin des grenouilles, des crapauds, des salamandres et d'autres amphibiens dans le monde entier a attiré son attention comme un signal d'alarme. Pourquoi les gens n'étaient-ils pas plus touchés s'est-il demandé. Comme les débris d'un bateau récemment naufragé, cette catastrophe devrait fournir aux navires de l'humanité une raison urgente de changer de cap. Une histoire d'horreur sur les amphibiens, titrait le New York Newsday. Des ennuis dans les nénuphars, annonçait Time Magazine. Des extraterrestres volent nos grenouilles, titrait un tabloïd de supermarché. Il semblait que les grenouilles mutantes se retrouvaient par milliers dans les lacs, les ruisseaux et les forêts de tout le Midwest américain. Leurs pattes déformées, leurs pattes supplémentaires, leurs yeux manquants, leurs yeux mal situés et d'autres défauts génétiques effrayaient les écoliers lors des sorties éducatives. L'auteur a appris que toutes les espèces de grenouilles et de crapauds du parc national Yosemite étaient en voie de disparition. Le crapaud boréal, qui était si abondant près de Boulder dans le Colorado, que les conducteurs en écrasaient un grand nombre sur les routes de montagne, avait diminué pour ne plus qu'atteindre environ 5% de son ancienne population. En approfondissant, Arthur Firstenberg a appris que les grenouilles se taisaient également dans d'autres pays, et ce depuis plus d'une décennie. Dans la réserve de la forêt de nuages du Monte Verde au Costa Rica, le célèbre crapaud doré, strictement protégé, qui doit son nom à sa peau aux couleurs vives, s'était éteint. 8 des 13 espèces de grenouilles d'une réserve de la forêt tropicale brésilienne ont disparu. Arthur Firstenberg a lu alors que la grenouille à incubation gastrique d'Australie, nommée ainsi en raison de son habitude d'incuber ses petits dans son estomac, ne couve plus. 75 espèces de grenouilles arlequins colorées qui vivaient autrefois près des cours d'eau dans les tropiques de l'hémisphère occidental n'avaient plus été vues depuis les années 1980. Ce qui a rendu les scientifiques si perplexes, ce n'est pas seulement la disparition de toute une classe très ancienne d'animaux, les amphibiens, mais aussi le fait qu'ils disparaissent dans tant d'environnements vierges et isolés que l'on pensait non pollués. C'est l'un des aspects de la question qui a retenu l'attention de l'auteur de ce livre. Les écologistes, pour la plupart, comme le reste de l'humanité moderne, ont un terrible angle mort. Ils ne reconnaissent pas les rayonnements électromagnétiques comme un facteur environnemental et ils sont à l'aise pour placer des lignes électriques, des antennes relais téléphoniques, des stations radars au milieu des endroits montagneux, les plus reculés et les plus vierges, sans jamais comprendre qu'ils polluent intensément ces environnements. Arthur Firstenberg ne faisait que supposer, à l'époque,
que la découverte de grenouilles gravement déformées dans le Midwest était liée au rapport de plus en plus fréquent des agriculteurs du Midwest sur des vaches et des chevaux nés avec le cou palmé et les pattes à rebours après la construction de tours de téléphonie cellulaire sur ou à côté de leur ferme. C'était plus qu'une coïncidence que les rapports au sujet d'amphibiens difformes provenaient de zones populaires de vacances au bord des lacs, dont on était quasi certain que des stations de téléphonie cellulaire y avaient été construites en 1996. La curiosité de Balmori, ce chercheur dont nous avons parlé en début de chapitre et dont nous reparlerons, était semblable à celle d'Arthur Fistenberg. Et en 2009, il a mis ses spéculations à l'épreuve. Pendant 2 mois, il s'est occupé de 2 bassins presque identiques de têtards de grenouilles communes qu'il a installés sur la terrasse du 5e étage d'un appartement à Valladolid. À 140 mètres de là, sur le toit d'un immeuble de 8 étages, se trouvaient 4 antennes relais de téléphonie cellulaire qui irradiaient le quartier. La seule différence entre les 2 aquariums de têtards était qu'une couche de tissu fin était drapée autour de l'un d'entre eux. Le tissu de fibres métalliques permettait le passage de l'air et de la lumière mais empêchait les ondes radio de passer. Les résultats ont été une confirmation choquante de ce qui se passait dans le reste du monde. En 2 mois, le taux de mortalité était de 90% dans le réservoir exposé et seulement 4% dans le réservoir blindé. Presque tous les têtards exposés dans la même mesure que les résidents de l'immeuble, ont nagé de manière incoordonnée, ont montré peu d'intérêt pour la nourriture et sont morts au bout de 6 semaines. Balmori a intitulé son article de 2006 Les effets des mâts de téléphone portable sur les têtards de grenouilles communes, la ville s'est transformée en laboratoire. À la fin des années 1990, des chercheurs de Moscou avaient testé ce genre d'effet dans un autre laboratoire urbain, en utilisant un autre appareil que nous considérons tous comme naturel. Ils ont exposé des embryons de grenouilles et des têtards en développement à un ordinateur personnel ordinaire. Les grenouilles ainsi engendrées présentaient de graves malformations, dont l'anencéphalie, absence de cerveau, l'absence de cœur, l'absence de membres, la nécrose de la queue et d'autres difformités, incompatibles avec la survie. Passons maintenant à la partie sur les insectes. Le monde des insectes est aussi sensible à la pollution électromagnétique que le monde des amphibiens. En fait, comme l'a découvert Alexander Chan en 2004, il est si facile de démontrer les effets des ordinateurs et des téléphones portables sur de petites créatures que même un lycéen de 2e année peut le faire dans le cadre d'un projet de concours scientifique. Alors âgé de 15 ans et étudiant au lycée Benjamin Cardozo dans le Queens à New York, Chan a exposé quotidiennement des larves de mouches des fruits à un haut-parleur, un écran d'ordinateur et un téléphone portable et a observé leur développement. Les mouches qui ont été exposées au téléphone portable n'ont pas réussi à développer d'ailes. Les rayonnements et les émissions électromagnétiques sont vraiment plus nocifs que quiconque ne le réalise, a conclu l'adolescent stupéfait. Dans des expériences ultérieures, des scientifiques ont trouvé des fenêtres d'intensité d'effet maximale, ce qui n'est pas rare dans la recherche électromagnétique. En d'autres termes, les plus grands dommages ne sont pas toujours causés par les plus grands niveaux de rayonnement. Tenir votre téléphone portable loin de votre tête peut en fait aggraver les dommages. En utilisant un téléphone à 900 MHz, les mouches d'un scientifique grec, Panagopoulos, ont produit encore moins de descendants lorsque l'antenne était tenue à 30 cm de distance, réduisant le niveau d'exposition par un facteur de presque 40 que lorsque l'antenne touchait réellement l'éprouvette des mouches. Avec un téléphone à 1800 MHz, la mortalité maximale se produisait à une distance de 20 cm. Dans une grande série d'autres expériences, l'exposition à une station de base de téléphone sans fil, un combiné de téléphone sans fil, un routeur Wi-Fi, un babyphone, un four à micro-ondes et à plusieurs types d'appareils Bluetooth a permis de réduire de 30% le nombre de descendants de 2 espèces différentes de mouches des fruits. Le temps d'exposition variait de 6 minutes, une seule fois, à 30 minutes par jour pendant 9 jours. Chaque expérience, quel que soit le temps d'exposition, a entraîné la mort cellulaire des œufs en développement et une réduction d'au moins 10% du nombre de descendants. En Belgique, l'entomologiste Marie-Claire Kamertz a montré dans des expériences que tout lycéen pourrait reproduire qu'un téléphone portable est clairement et manifestement dangereux même lorsqu'il est éteint, tant que l'accumulateur reste dedans. Elle a introduit des milliers de fourmis dans ce laboratoire à l'Université libre de Bruxelles, a placé un vieux modèle de flip phone sous leur colonie où elles ne pouvaient ni le voir ni le sentir et les a simplement regardées marcher. Lorsque le téléphone ne contenait pas d'accumulateur, il n'a pas du tout affecté les fourmis, la batterie seule non plus.
Mais dès que celle-ci a été placée dans le téléphone, même s'il était encore éteint, les mouvements des fourmis ont été radicalement perturbés. Les petites créatures s'élançaient d'avant en arrière avec une vigueur accrue, comme si elles essayaient d'échapper à un ennemi qu'elles ne pouvaient pas voir. La vitesse à laquelle elles changeaient de direction, leur vitesse angulaire, cela s'appelle, augmentait de 80%. Lorsque le téléphone a été mis en mode veille, elles ont changé de direction encore plus souvent. Finalement, Kamertz a mis le téléphone en marche. En 2 ou 3 secondes, les insectes ont visiblement ralenti. Kamertz a ensuite exposé une nouvelle colonie de fourmis à un smartphone, puis un téléphone sans fil, des ECT. Dans chaque cas, la vitesse angulaire des créatures a doublé ou triplé, tandis que leur vitesse de marche réelle a considérablement ralenti. Cela s'est produit en l'espace d'1 à 3 secondes. Lorsque le téléphone DECT était activé, les fourmis étaient presque paralysées. Après avoir été ainsi exposées pendant 3 minutes à chacun des deux appareils, il leur a fallu 2 à 4 heures avant d'agir à nouveau normalement. Kamertz a ensuite répété l'expérience avec une nouvelle colonie, en plaçant cette fois un flip phone en mode veille sous la fourmilière plutôt que sous sa zone de récolte. Immédiatement, toutes les fourmis ont quitté leur colonie, emportant avec elles leurs œufs, leurs larves et leurs nymphes. C'était spectaculaire, dit la scientifique. Elles ont relocalisé leur nid loin de l'endroit sous lequel se trouvait le téléphone portable. Après l'expérimentation, lorsque le téléphone portable a été enlevé, les fourmis sont retournées dans leur gîte initial, transportant à nouveau leur couvée dans celui-ci. Cette relocalisation a duré environ 1 heure. Enfin, Kamertz a testé un routeur Wi-Fi, placé entre deux colonies de fourmis à environ 30 cm de chaque colonie. Alors que le routeur était encore éteint, rien d'inhabituel ne s'est produit. Mais après quelques secondes d'exposition, les fourmis présentaient clairement des signes de mauvaise santé et par conséquent, un comportement perturbé. Après avoir été exposées au routeur pendant 30 minutes, les fourmis ont dû récupérer pendant 6 à 8 heures avant de recommencer à prospecter comme d'habitude. Malheureusement, a écrit Kamertz, plusieurs fourmis ne se sont jamais rétablies et ont été retrouvées mortes quelques jours plus tard. Pour sa part, ce scientifique grec dont nous avons parlé juste avant, Panagopoulos, dans un chapitre d'un livre publié en 2012 sur la Drosophila melanogaster, une mouche, a lancé un avertissement grave et inhabituel au monde entier. Les résultats de nos expériences ainsi que de celles d'autres expérimentateurs montrent que l'exposition au micro-ondes, même pendant quelques minutes par jour et seulement quelques jours, à des niveaux d'exposition rencontrés dans notre environnement quotidien, est peut-être le facteur de stress environnemental moderne le plus intense par rapport à d'autres facteurs de stress environnementaux testés jusqu'à présent, comme la famine, la chaleur, les produits chimiques, les champs électriques ou magnétiques. Il a averti que les dommages causés à l'ADN de l'ovule en développement peuvent entraîner des mutations héréditaires transférées aux générations suivantes. Pour cette raison, les changements biologiques dus au rayonnement micro-ondes peuvent être beaucoup plus dangereux car ils ne se limitent pas seulement au changement de la capacité de reproduction. Passons maintenant à cette partie qui est à mon sens très importante puisque on nous parle souvent du déclin des abeilles et ce chapitre se focus précisément sur ce domaine, l'effondrement des colonies. Ces dernières années, une histoire apocryphe a circulé à propos d'Albert Einstein. Si l'abeille disparaît de la surface de la Terre, aurait-il dit, l'homme n'aurait pas plus de 4 ans à vivre. La mort des abeilles constitue certes un avertissement pour le monde, mais la véritable question ne peut être traitée car il n'est pas encore acceptable de supprimer les œillères culturelles concernant l'électricité. Les apiculteurs du monde entier continuent d'empoisonner leurs abeilles contre des parasites qui ne les tuent pas, au lieu de prêter attention à l'influence de ce qui les tue. J'ai observé une agitation prononcée dans mes colonies d'abeilles, a écrit Ferdinand Ruzika à la communauté apicole autrichienne en 2002. Donc, essaimer, cela veut dire pour les abeilles, quitter la ruche en essaim pour former une autre colonie. Ça peut aussi vouloir dire se disperser. Ruzika, médecin de l'université de Vienne à la retraite, est également apiculteur amateur. Il a observé ce comportement étrange après l'apparition d'antennes de télécommunication dans un champ à proximité de ses ruches. Je suis un apiculteur utilisant des ruches à cadre, écrit-il. Les abeilles construisent maintenant leurs rayons de miel non pas de la manière attendue sur les cadres, mais à la manière d'un pain de sucre. En été, les colonies se sont effondrées sans cause apparente. En hiver, malgré la neige et les températures inférieures à zéro, les abeilles volaient et mouraient de froid à côté de la ruche. Les colonies qui présentaient ce comportement s'effondraient, même qu'elles étaient fortes et saines avec des reines actifs avant l'hiver. Elles recevaient une nourriture supplémentaire adéquate et l'approvisionnement en pollen d'automne avait été plus que suffisant.
Ruziker a raconté son histoire dans Bienenwelt, le monde des abeilles, et a publié un formulaire d'enquête dans Bienenvater, apiculteur, demandant à être contacté par d'autres personnes ayant des antennes à proximité de leur ruche. La majorité des lecteurs de Bienenvater qui ont complété son formulaire ont corroboré ce qu'il avait écrit. Leurs abeilles étaient devenues soudainement agressives lorsque les antennes sont apparues, et elles avaient commencé à essaimer. Leur colonie saine avait disparu sans autre raison. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, les colonies d'abeilles disparaissent depuis plus d'un siècle à proximité des antennes relais. Sur la petite île située au large de la côte sud de l'Angleterre, où Marconi a envoyé la première émission radio longue distance du monde en 1901, les abeilles ont commencé à disparaître. En 1906, l'île, qui présentait alors la plus grande densité de radiotransmission au monde, était presque exempte d'abeilles. Des milliers d'entre elles, incapables de voler, ont été retrouvées rampantes et mourantes au sol, à l'extérieur de leur ruche. Des abeilles saines importées du continent commencèrent à mourir dans la semaine qui suivit leur arrivée. Au cours des décennies suivantes, la maladie de l'île de White a été signalée dans toute la Grande-Bretagne, en Italie, en France, en Suisse, en Allemagne, au Brésil, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Presque tout le monde supposait qu'elle était infectieuse et en 1912, lorsque Graham Smith de l'université de Cambridge a trouvé un parasite appelé Nosema apis dans l'estomac de certaines abeilles malades, la plupart des intéressés ont cru que le mystère était résolu. Toutefois, cette théorie fut bientôt réfutée par John Anderson et John Rennie en Écosse. Des essaims d'abeilles rampantes, atteintes de la maladie de l'île de White, étaient exemptes de Nosema, tandis que des élevages sains fourmillaient avec ce parasite. Enfin, les deux chercheurs ont délibérément infecté une colonie avec le Nosema. Elle n'a pas produit de maladie. La recherche d'un autre parasite s'est donc poursuivie et en 1919, Rennie a découvert Acarapis woodi, qui habitait les voies respiratoires des abeilles. Son article dans les Transactions of the Royal Society of Edinburgh a eu une telle influence que l'acarien de la trachée est aujourd'hui considéré comme l'une des deux principales infections parasitaires des abeilles qui sont responsables de l'effondrement des colonies. Il tue prétendument les abeilles en aspirant leur sang et en obstruant leur tube respiratoire. En fait, c'est si largement accepté qu'il est de pratique courante pour les apiculteurs professionnels de traiter toutes leurs abeilles avec des pesticides pour tuer à la fois les acariens de la trachée et un second type d'acarien, le varroa. Cependant, à la fin des années 1950, la théorie de l'acarien trachéal a également été réfutée par l'éminent pathologiste apicole britannique Leslie Bailey. Non seulement il a montré que les abeilles infectées par des acariens ne mouraient pas plus rapidement que les abeilles non infectées, mais il a délibérément infecté des abeilles saines avec le parasite et a prouvé que celui-ci ne provoquait pas de maladie. Le seul effet des infestations, a écrit Bailey en 1991, est de raccourcir très légèrement la vie des abeilles, mais en général sans provoquer de maladie flagrante malgré l'aspect anormal des trachées infestées. Bailey a également mis en garde contre le fait d'attacher trop d'importance à l'acarien varroa, qui selon lui a atteint sa notoriété en partie en raison de sa taille. C'est le seul parasite commun des abeilles qui peut être vu à l'œil nu et identifié avec une loupe. Après tout, les varroas, bien que non inoffensifs, ont coexisté avec des populations sauvages d'abeilles domestiques pendant un siècle au Japon et en Russie, et plus récemment en Serbie, en Tunisie, en Suède, au Brésil, en Uruguay, et même dans certaines parties de la Californie et de New York. D'autres facteurs environnementaux, a déclaré M. Bailey, déterminent l'ampleur des dégâts causés par ce parasite. Le problème de la maladie de l'île de White a couvé pendant des décennies, ne faisant pas souvent la une des journaux. Mais le nombre de colonies d'abeilles gérées aux États-Unis a tranquillement diminué depuis les années 1940. Au cours des années 1960 et 1970, des pertes importantes et inexpliquées ont été renommées maladies de la disparition et ont été signalées dans le Montana, au Nebraska, en Louisiane, en Californie, au Texas, en Europe, au Mexique, en Argentine et en Australie. Les apiculteurs ouvraient leurs ruches en automne ou en hiver pour trouver de grandes quantités de pollen et de miel stockés, mais pas d'abeilles. Là où restaient quelques abeilles mortes ou vivantes, elles n'étaient pas mal nourries et n'avaient pas d'acariens ni d'autres parasites, ni de bactéries, ni de virus ou poisons. Les tentatives de propagation de la maladie par l'introduction d'abeilles provenant de ruches malades dans des ruches saines ont échoué. Lorsqu'une enquête a été menée par le département de l'agriculture des États-Unis en 1975, le problème est apparu dans 33 États, les apiculteurs ayant souvent déclaré spontanément qu'il était prévalent dans leur colonie depuis 10 ou 15 ans et que la situation s'aggravait d'année en année.
Puis dans la seconde moitié des années 90, lorsque l'industrie des télécommunications a commencé à tisser son réseau d'antennes dans les villes, sur les terres agricoles et les terres sauvages, les agriculteurs américains se sont réveillés face à une crise. Le problème de la disparition des abeilles, à moitié oublié et qui couvait, s'est embrasé. Les agriculteurs frappés par la pénurie d'abeilles, titre l'édition du 15 juin 1996 du Washington Post. Au cours de l'hiver précédent, les apiculteurs avaient perdu 45% de leurs ruches dans le Kentucky, 60% dans le Michigan, 80% dans le Maine. Les agriculteurs prenaient également conscience du fait que les abeilles sauvages n'allaient pas être là pour prendre le relais de la pollinisation de leur culture, car 90% de toutes les colonies d'abeilles sauvages du pays avaient déjà disparu. On pensait que tous ces ravages, du moins aux États-Unis, avaient été causés par deux parasites des abeilles, l'acarien de la trachée et l'acarien varroa, encore plus virulent, dont on pensait qu'il était entré en contrebande aux États-Unis dans des cargaisons d'abeilles infectées en provenance d'Europe et d'Asie au cours des années 1980. Mais l'alarme s'est étendue à l'Europe durant l'hiver 2002-2003. Officiellement, il n'y a pas eu de panique. Les pertes de colonies n'ont été que de 20% en Suède et de 29% en Allemagne. Börje Svensson, auteur d'un article intitulé Printemps silencieux en Europe du Nord, n'est pas d'accord. Lorsqu'il a ouvert ses ruches cet hiver-là, 50 colonies sur 70 étaient dénuées de vie. Un voisin avait perdu 95 colonies sur 120 et un autre voisin en avait perdu 24 sur 25. D'autres apiculteurs d'Autriche, d'Allemagne, de Belgique, du Danemark et de Finlande ont fait état de pertes énormes similaires, bien que beaucoup n'aient trouvé aucun acarien varroa, ni aucun signe de loque américaine, ni couvain saxiforme, ni mycose du couvain, ni noséma ou d'autres maladies des abeilles. Enfin, au cours de l'hiver 2006-2007, ce qui était autrefois connu sous le nom de maladie de l'île de White est devenu une panzootie mondiale, à laquelle on a donné un autre nom encore, le syndrome d'effondrement des colonies, effrayant les agriculteurs et le public du monde entier. On a d'abord cru qu'il était limité à l'Europe, à l'Amérique du Nord et au Brésil, mais le syndrome d'effondrement des colonies s'est rapidement étendu à la Chine, à l'Inde, au Japon et à l'Afrique. Et le coupable, selon une étude menée par une équipe conjointe de chercheurs américains et belges, ne semble pas être les acariens de la trachée, les acariens varroa, noséma ou tout autre vecteur particulier de la maladie infectieuse. Au cours de l'hiver désastreux de 2006-2007, cette équipe, dirigée par Jeffrey Pettis du laboratoire de recherche sur les abeilles du ministère américain de l'Agriculture, a examiné 13 grands ruchers appartenant à 11 apiculteurs professionnels différents en Floride et en Californie. Et à leur grande surprise, elle n'a trouvé aucun facteur nutritionnel, toxique ou infectieux spécifique qui différencierait les abeilles ou les colonies avec et sans effondrement des colonies. Les acariens trachéaux étaient en fait plus de 3 fois plus répandus dans les colonies saines que dans les colonies décimées. Même le varroa, un acarien supposé dévastateur, n'était pas plus répandu dans les colonies effondrées ou en cours d'effondrement. La seule conclusion utile à laquelle ces scientifiques sont parvenus est qu'un autre facteur doit être responsable de l'état d'affaiblissement des abeilles, et que cet autre facteur semble être spécifique à la localisation. Les colonies atteintes de ce trouble ont tendance à être regroupées. Le tableau de cette maladie qui déconcerte tant les apiculteurs ressemble fort à la scène d'un meurtre de masse où il n'y a même pas de preuve réelle de crime. 1 million de colonies par an aux États-Unis disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces. La reine des abeilles et mère de la ruche est tout simplement abandonnée par les ouvrières et livrée à la famine et à la mort. Ce qui a encore plus déconcerté les scientifiques, c'est que les colonies mortes ont tendance à être délaissées, même par les parasites qui infestent normalement les colonies d'abeilles mortes. C'est comme s'il y avait un grand panneau «Attention danger» à l'entrée de ces ruches qui seraient respectées tant par les amis que par les ennemis. La communauté apicole internationale est extrêmement réticente à abandonner sa croyance de longue date en la nature infectieuse des pertes d'abeilles et donc, en l'absence de toute évidence, la plupart des apiculteurs se rabattent sur la seule chose qu'ils connaissent, davantage de pesticides toxiques pour tuer les acariens. Mais la disparition de tant d'autres espèces d'insectes qui ne sont pas soumis aux mêmes parasites est un indice fort qu'un agent non infectieux est à l'œuvre. Le bourdon de Franklin, autrefois répandu dans le sud-ouest de l'Oregon, n'a plus été vu depuis une décennie. Jusqu'au milieu des années 1990, le bourdon de l'Ouest était abondant dans les forêts, les champs et les arrière-cours urbaines, dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord, du Nouveau-Mexique au Saskatchewan et à l'Alaska. Il a disparu, à l'exception de petites poches dans les rocheuses du Colorado. Le bourdon à taches rousses, un visiteur familier des fleurs sur le campus de l'université Cornell,
lorsque l'auteur de ce livre y était étudiant, n'a pas plus été vu dans l'État de New York depuis 2004. Autrefois répandu dans 26 États et 2 provinces canadiennes, cet insecte a disparu de l'Est des États-Unis et du Canada et a radicalement diminué dans le Midwest américain. La Xerces Society for Invertebrate Conservation répertorie 57 espèces d'abeilles et 49 espèces de papillons et de papillons de nuit indigènes en Amérique du Nord et à Hawaï comme étant vulnérables, en danger ou éteintes dans toute leur aire de répartition. Le département de la pêche et de la faune du Massachusetts répertorie 46 espèces de papillons et de papillons de nuit qui sont menacées et en voie d'extinction dans le Massachusetts. Une sensibilité exceptionnelle aux champs électromagnétiques a été démontrée chez divers insectes. Les termites, par exemple, évitent de construire leurs galeries à proximité d'autres groupes de termites, afin de ne pas se concurrencer pour la nourriture. En 1977, Günther Becker a prouvé que le signal qui permet au groupe de termites d'éviter de se faire concurrence passe à travers les murs, mais peut être bloqué par de l'aluminium, mais pas par du polystyrène épais ni par du verre massif. Le signal bloqué par l'aluminium doit être constitué de champs électriques alternatifs émis par les insectes. Il ne faut pas oublier, prévient le biologiste allemand Ulrich Warnke, que chaque insecte est équipé d'une paire d'antennes, qui sont manifestement des capteurs électromagnétiques. En fait, les signaux échangés par les abeilles domestiques lorsqu'elles se rencontrent et se touchent les antennes peuvent être enregistrés par un oscilloscope et semblent être modulés en fréquence entre 180 et 250 Hz. Et la célèbre danse des abeilles, nous rappelle Warnke, par laquelle celles-ci se disent la direction précise des sources de nourriture par rapport au soleil, dépend de leur connaissance de la position exacte du soleil, même les jours nuageux et dans l'obscurité de la ruche. Les abeilles accomplissent cet exploit en percevant de minuscules variations du champ magnétique terrestre. Un sens, dit-il, qui peut être rendu inopérant sous l'assaut des transmissions radio avec leur champ magnétique en constante fluctuation. Le moyen le plus rapide de détruire une ruche, ont constaté les enquêteurs, est d'y placer un téléphone sans fil. Les résultats de ces expériences, compte tenu du déni total de notre société quant aux effets de la technologie sans fil sur l'environnement, ont été presque incroyables. En 2009, le scientifique en environnement Ved Prakash Sharma et la zoologiste Nilima Kumar de l'université de Punjab en Inde ont placé 2 téléphones portables, l'un en mode conversation et l'autre en mode écoute, afin de maintenir la connexion dans 2 ruches sur 4. Ils les ont activés à 11 heures pendant 15 minutes et à 15 heures durant 15 minutes supplémentaires. Ils ont procédé ainsi 2 fois par semaine entre février et avril. Dès que les téléphones étaient allumés, les abeilles devenaient silencieuses et immobiles, comme si elles étaient incapables de décider quoi faire. Au cours des 3 mois, de moins en moins d'abeilles sont entrées ou sorties de ces 2 ruches. Le nombre d'œufs pondus par la reine est passé de 546 à 145 par jour. La surface de couvain est passée de 2866 à 760 cm². Les réserves de miel ont diminué de 3200 à 400 cm². À la fin de l'expérience, il n'y avait ni miel, ni pollen, ni couvain, ni abeilles dans la colonie, ce qui a entraîné la perte totale de celle-ci, ont écrit les auteurs. L'année suivante, Kumar a réalisé une expérience historique, décrite plus en détail au chapitre 11, qui a démontré de façon spectaculaire et simple comment les champs électromagnétiques interfèrent avec le métabolisme cellulaire. Elle a répété l'exposition de l'année précédente et a ensuite analysé le sang des abeilles, ou hémolymphe, comme on l'appelle. Après que les téléphones portables aient été activés pendant seulement 10 minutes, la concentration de glucose, de cholestérol, de glucides totaux, de lipides totaux et de protéines totales a énormément augmenté. En d'autres termes, après seulement 10 minutes d'exposition au téléphone portable, les abeilles ne pouvaient pratiquement plus métaboliser les sucres, les protéines ou les graisses. Comme chez les humains, voir les chapitres 11, 12, 13 et 14, leurs cellules manquaient d'oxygène. En revanche, cela se produit beaucoup plus rapidement chez les abeilles. Lorsque les téléphones sont restés en service plus de 20 minutes, les abeilles, d'abord silencieuses, sont devenues agressives et ont commencé à battre des ailes en signe d'agitation. Daniel Favre, de l'école d'apiculture de la ville de Lausanne, en Suisse, a répété l'expérience et l'a poussée encore plus loin. Il a fait une analyse détaillée des sons émis par les abeilles soudainement agressives. Il a confirmé que les abeilles exposées à un téléphone portable devenaient silencieuses et immobiles lorsqu'elles étaient exposées pour la première fois à un téléphone portable et que dans les 30 minutes qui suivaient, elles commençaient à émettre des sons forts et de haute fréquence. Lorsque les téléphones étaient allumés pendant 20 heures, les abeilles bourdonnaient encore comme des dingues 12 heures plus tard. Lorsque Favre a analysé les sons,
Il a déterminé qu'il s'agissait de ce que l'on appelle la fièvre d'essaimage, qui est généralement produite par les abeilles uniquement lorsqu'elles se préparent à essaimer, peu avant le départ. Les abeilles de Favre n'ont pas réellement quitté leur ruche après une seule exposition de 20 heures, mais les abeilles de Zeinouddin Patazzi l'ont fait, après une exposition totale beaucoup plus courte. Professeur au collège Sri Narayana, Patazzi a en fait répété l'expérience initiale de Kumar, sauf qu'au lieu d'exposer ses abeilles seulement 2 fois par semaine, il les a brièvement exposées tous les jours. Il a placé un téléphone portable dans chacune des 6 ruches et a allumé le téléphone pendant 10 minutes seulement, une fois par jour pendant 10 jours. Pendant que le téléphone était activé, les abeilles restaient immobiles. En moyenne, 18 abeilles quittaient la ruche par minute lorsque le téléphone était allumé, contre 38 par minute à d'autres moments. Le taux de ponte de la reine est passé de 355 à 100 par jour, et au bout de 10 jours, aucune abeille n'était plus dans la ruche. Le premier réseau UMTS d'Europe, aujourd'hui connu sous le nom de 3G, abréviation de troisième génération, qui a transformé chaque téléphone portable en ordinateur et chaque antenne relais en émetteur de rayonnement à large bande, est entré en service à l'automne 2002, juste avant l'hiver désastreux au cours duquel tant d'abeilles européennes ont disparu. Ulrich Warnke, dont nous avons parlé juste avant, estime que le projet HARP est responsable de l'épidémie mondiale du syndrome d'effondrement des colonies qui a débuté à l'hiver 2006-2007. HARP, c'est pour High Frequency Active Auroral Research Project. C'est un réchauffeur ionosphérique appartenant jusqu'à récemment à l'armée de l'air américaine et exploité conjointement avec la Navy et l'Université d'Alaska. C'est l'émetteur radio le plus puissant sur Terre. Capable d'émettre une puissance rayonnée effective de pointe de 4 milliards de watts, son but est de faire bourdonner la biosphère. HARP, dont les 180 pylônes d'antennes sont situés à l'extrémité nord-ouest du parc national de Wrangell St. Elias en Alaska, a transformé la ionosphère en soi en un gigantesque émetteur radio utilisable pour les communications militaires, y compris les communications avec les sous-marins. La ionosphère, rappelons-le, c'est la couche du ciel source de vie à laquelle toute créature est accordée. Voir chapitre 9 pour plus de détails. En dirigeant un étroit faisceau d'énergie pulsée vers le haut, près du pôle Nord où les aurores rencontrent la Terre, le projet HARP peut forcer les rivières atmosphériques à diffuser des transmissions radio à la fréquence des pulsations et envoyer ces signaux presque partout sur la Terre. En 1988, alors que la planification du projet HARP en était encore à ses débuts, le physicien Richard Williams, consultant auprès du laboratoire David Sarnoff de l'université de Princeton, a qualifié le projet d'acte irresponsable de vandalisme mondial. Regardez les niveaux de puissance qui seront utilisés, écrit-il dans Physics and Society, le bulletin de la Société américaine de physique. Cela équivaut à la production de 10 à 100 grandes centrales électriques. En 1994, alors que les 18 premières antennes de HARP étaient sur le point d'être mises en service, Williams a été interviewé par le Earth Island Journal. Un générateur de 10 milliards de watts, disait-il, fonctionnant en continu pendant 1 heure, délivrerait une quantité d'énergie égale à celle d'une bombe atomique de la taille d'Hiroshima. En mars 1999, HARP s'est étendu à 48 antennes et à une puissance rayonnée effective de près d'1 milliard de watts. Le reste de son parc de 180 antennes a été installé entre 2004 et 2006, ce qui lui a permis d'atteindre sa pleine puissance prévue pendant l'hiver 2006-2007. Bien que l'armée de l'air ait arrêté HARP en 2014 et proposé de le démanteler, il a été racheté par l'université d'Alaska Fairbanks, qui a rouvert l'installation en février 2017 et l'a mise à la disposition de la communauté scientifique pour la recherche. L'université exploite l'installation à perte et a annoncé que si en 2019 elle n'obtient pas de financement suffisant, elle fermera définitivement le HARP. Les fréquences de HARP, dit Ulrich Warnke, superposent des champs magnétiques non naturels aux fréquences de résonance naturelles du ciel, dont les variations quotidiennes n'ont pas changé depuis l'apparition de la vie sur Terre. C'est désastreux pour les abeilles. Elles perdent l'orientation, dit-il, qui leur a servi pendant des millions d'années d'indicateur fiable de l'heure. C'en est terminé pour cette partie sur les insectes, les amphibiens, les oiseaux migrateurs et surtout sur les abeilles. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à partager ça à vos amis apiculteurs et à vos amis qui sont sensibles au monde animal et au monde végétal, car évidemment, dans toutes nos intentions pour essayer de sauvegarder la planète,
il n'en figure jamais aucune qui ait un lien avec ces pollutions électromagnétiques, comme par exemple les téléphones que nous utilisons. Or, il serait peut-être bon de commencer à nous sensibiliser sur ce sujet. Dans la troisième et dernière partie de ce chapitre 16, j'aborderai le chemin de la mort des forêts. C'est le nom de la sous-partie. Et nous en aurons fini avec le chapitre 16, puis nous aborderons enfin le chapitre 17, dernier chapitre de ce livre assez incroyable. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée, salut.